Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. Ce soir, on va parler d'univers, de cosmologie et d'énergie noire. On est avec Pauline Zarouk et Sébastien Carassou. Je suis hyper contente de vous recevoir ce soir. Est-ce que ça va? Ça va super, merci pour l'invitation. Et je vais vous présenter dans quelques minutes, mais d'abord, je vais faire un petit topo sur Sciences et Avenir. Sciences et Avenir, c'est pas seulement une chaîne Twitch, c'est surtout un magazine mensuel de vulgarisation scientifique qui commence à avoir son petit âge parce que ça a été créé en 1947. Le numéro que vous pouvez retrouver en kiosque en ce moment, c'est un spécial sur l'IA, spécial parce qu'en plus d'un dossier sur l'IA, sur ses outils, sur comment ça fonctionne, etc., chaque début de rubrique, donc fondamentale, santé, histoire et nature, commence avec un article qui parle d'IA et de l'implication de l'IA dans toutes ces disciplines. Donc à retrouver actuellement en kiosque. Sciences et Avenir, c'est aussi un hors-série, les dossiers de Sciences et Avenir. Donc là, c'est un hors-série sur guide de la santé, de la prévention aux soins. Et dans la rédaction de Sciences et Avenir, il y a également le trimestriel La Recherche, le MOOC pour Magazine Book. Actuellement, c'est un dossier sur les sols, sur leur biodiversité, leur implication dans le climat, etc. La Recherche, c'est un magazine de référence scientifique qui est écrit avec et par des scientifiques. Là, je crois qu'il y a à peu près 35 scientifiques qui ont participé à ce numéro quand même, et qui est actuellement dispo en kiosque jusqu'en mars 2025. Donc là, c'est le moment où je passe à la présentation de Pauline et Sébastien, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore très bien qui vous êtes. Et sur le site web de Sciences et Avenir, parce que Sciences et Avenir, il y a aussi un site web qui traite de l'actualité scientifique et de l'actualité des laboratoires tous les jours, plusieurs articles par jour. Il y a un format qui s'appelle les ultra brèves, où en 3 points clés, on va résumer 5 articles importants de la journée. Alors moi, je me suis dit que j'allais présenter Pauline et Sébastien en ultra bref, donc en 3 phrases. Je vais commencer par Pauline. Bien, Pauline, est-ce que ça va? Super, oui. Merci aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis trop contente que tu sois là. Donc, Pauline, tu es cosmologiste au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies à Paris. Première phrase. Tu t'intéresses à retracer notre histoire cosmique, l'histoire de l'expansion de l'univers, rien que ça, quand on sait qu'il y a 13,8 milliards d'années à retracer Chuck Bulot devant toi, donc c'est bien. Et pour ça, tu es, entre autres, responsable du projet DECI pour le CNRS Nucléaire et Particules, DECI qui est un des programmes d'observation du ciel les plus ambitieux du moment et dont on va largement parler tout au long de cette émission. Sébastien, bonjour. Tu as fait en 2017 une thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris sur l'évolution des galaxies. En 2021, tu publies ton livre Le Cosmos et nous aux éditions Les Équateurs, où tu réponds à des questions aussi simples qu'existentielles, telles que quelle est notre place dans le cosmos ou encore sommes-nous seuls? Donc vous partagez ce goût des questions existentielles. Et tu es actuellement vulgarisateur scientifique sur les réseaux sociaux et sur YouTube avec ta chaîne Le Sense of Wonder où tu cumules plus de 171 000 abonnés. Mais surtout, tu travailles en tant que coordinateur scientifique du projet Sanctuary on the Moon, un projet de capsule temporelle lunaire. Donc tout ça fait beaucoup d'informations très stylées sur chacun d'entre vous et on aura le temps d'en parler ce soir. Pour les personnes qui sont là en ligne avec nous, ce soir, le but, c'est vraiment qu'on discute tous ensemble de l'énergie noire, de l'univers. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout posez-les parce que là, c'est le moment privilégié pour en parler avec des experts sur la question. Donc, je vais faire une petite intro sur l'énergie noire. C'est qu'au milieu des années 1990, il y a plusieurs groupes d'astrophysiciens qui remettent en question l'expansion de l'univers en affirmant qu'elle serait en accélération. Notre univers s'étend et s'étend de plus en plus vite. Cette accélération impliquerait alors l'existence d'une énergie noire, qui est d'abord appelée énergie noire parce qu'en plus qu'on ne voit pas de lumière associée à cela, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, je vais commencer donc par une question très très simple. Comment vous définiriez, Pauline et Sébastien, l'énergie noire? Tu veux commencer ou... Comme tu veux, tu peux commencer. Ok, je tente un truc. Donc l'énergie noire, c'est une hypothèse, déjà. C'est une hypothèse qu'on met sur un phénomène qu'on a observé, qui est cette accélération de l'expansion du cosmos, hein, comme tu l'as très bien décrit. On sait évidemment pas ce que c'est, on ne sait pas si
il y a d'autres hypothèses pour expliquer cette accélération de l'expansion du cosmos. En tout cas, c'est une des hypothèses qui a le mérite de pouvoir être testée par nos observations dans les années à venir. Et c'est plutôt exaltant. Toi, dans tout ce qui est testé... Ah oui, je suis en plein dedans. Effectivement, j'aime beaucoup la définition de Sébastien. Je rajouterais vraiment, il faut vraiment comprendre l'énergie noire comme effectivement une des alternatives pour chercher à expliquer le phénomène physique. On cherche un phénomène physique à la base qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et on va dire, deux approches en cosmologie aujourd'hui pour essayer d'expliquer et de modéliser ce phénomène physique. Il y a l'approche énergie noire. On va aller chercher, là, on va supposer qu'il existe dans notre univers un constituant supplémentaire, un composant supplémentaire, inconnu, invisible, d'où effectivement le fait qu'on appelle ça énergie noire. Et on appelle ça énergie et non matière, parce que vous savez qu'il y a aussi la matière noire, parce que là, on ne cherche pas des particules qui ont une masse, qui seraient sensibles à l'interaction gravitationnelle. On cherche, si on adopte le point de vue énergie noire, on ne sait pas trop vraiment, mais disons un fluide, quelque chose qui nous entoure, dont les propriétés seraient de s'opposer à la gravité et de faire en sorte que les galaxies soient les plus éloignées les unes des autres au fur et à mesure que le temps avance. Et donc, du coup, on essaye de caractériser les propriétés de cette énergie noire. Une des propriétés principales qu'on va chercher à caractériser et pour laquelle Daisy commence à apporter des réponses avec d'autres observations, c'est est-ce que ces propriétés sont constantes, les propriétés de l'énergie noire sont constantes au cours du temps? Est-ce qu'elles ont toujours été la même au début de l'univers et aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce qu'elles varient au cours du temps? Ça, c'est l'approche énergie noire. On parlera peut-être de la deuxième approche aussi plus tard. Ouais, carrément. Et puis en plus, je crois qu'on cherche pas n'importe quoi parce que c'est quoi? C'est 95% de la composition de l'univers dont on ne connaît pas l'existence. Tout à fait. Au total, donc tout ce qu'on ne connaît pas, c'est 95% du contenu énergétique total de l'univers. Donc les 5%, c'est la matière ordinaire qui nous constitue. Et dans ces 95%, il y a 70%, ça correspond à l'énergie noire. Donc c'est vraiment ce qui domine la dynamique de notre univers aujourd'hui. Aujourd'hui, notre univers, il est en expansion accélérée du fait de cette énergie noire. Et les 25% restants, c'est ce qu'on appelle la matière noire, qui résout un autre problème et où là, on va davantage chercher des particules massives. On va chercher à mesurer la masse de ces particules, à déterminer la nature de ces particules. On le fait aussi bien en cosmologie qu'en physique des particules avec des accélérateurs de particules. Là, on a une bonne complémentarité entre les deux approches, infiniment grand, infiniment petit. Je vois plusieurs fois dans le chat la question, quelle est la différence entre énergie noire et matière noire? Ok, donc la matière noire, c'est une forme de matière hypothétique dont on a besoin aujourd'hui pour expliquer la stabilité des galaxies et le mouvement des galaxies dans des structures plus grandes qu'on appelle des amas de galaxies. Si on n'en met pas dans nos simulations informatiques, on ne comprend juste pas comment ces galaxies elles fonctionnent. Les étoiles en périphérie des galaxies devraient être éjectées, les galaxies elles-mêmes devraient être éjectées des amas, mais du coup, on est obligé de rajouter cette espèce de nuage de matière invisible qui est 5 fois plus abondante que la matière qui émet de la lumière, qu'on arrive à voir avec nos télescopes, pour expliquer la dynamique et la stabilité des galaxies. Parce qu'en fait, une galaxie, c'est quoi? C'est un amas d'étoiles? Tout à fait. C'est un gros nuage d'étoiles, de gaz, de poussière, de planètes, de gens, de magazines Science et de hors-série sur les IA. Donc ouais, il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. On estime qu'il y a 2000 milliards de galaxies dans le cosmos, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Donc ça fait beaucoup de galaxies, mais ces galaxies, il faut les comprendre. Et il faut les comprendre dans le contexte de l'évolution du cosmos, dans ces 13,8 milliards d'années qui séparent le Big Bang d'aujourd'hui. Et donc sans matière noire, on n'arrive pas à comprendre la structuration de l'univers aujourd'hui. Et juste pour compléter, pour fixer l'idée, ce que dit Sébastien, donc ce qu'a dit Sébastien, effectivement, c'est que donc on voit bien les images de galaxies qu'on observe dans les télescopes. Donc il faut s'imaginer la galaxie visible qu'on voit et un halo, une sphère autour. Alors c'est un halo, c'est en 3 dimensions, de matière, qui serait de la matière noire, invisible. Donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas avec nos télescopes. Mais c'est quand même des particules massives qu'on cherche. Et ces particules massives, du fait qu'elles ont une masse, sont sensibles à l'interaction gravitationnelle, donc ont un effet gravitationnel sur les galaxies, sur les étoiles qui nous entourent. C'est comme ça
qu'on cherche à trouver un peu indirectement les propriétés de la matière noire et qu'on peut déterminer qu'il en faut 5 à 10 fois plus de matière noire, donc de ces particules de matière noire, que des particules qu'on connaît, qui constituent la galaxie, pour expliquer le fait que les étoiles restent piégées à l'intérieur de la galaxie. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de matière noire, il se passerait quoi? Et les étoiles quitteraient les galaxies, les étoiles en périphérie quitteraient les galaxies, les galaxies quitteraient leurs amas, et l'univers il serait moins structuré que ce qu'on observe. On le voit bien aussi, c'est vrai que le thème de ce Twitch, c'est plutôt sur l'énergie noire, mais sinon il y avait un visuel que je vais décrire. Donc, comme le disait Sébastien, on peut étudier la matière noire avec aussi des simulations d'univers, donc des simulations avec des ordinateurs. Et en fait, dans nos simulations, c'est nous les scientifiques, qui disons quelle serait la masse de ces particules de matière noire. Et on voit bien que si on met pas du tout de particules de matière noire, ou si on met des particules plus ou moins légères, donc selon leur masse, on va avoir des plus ou moins de structures, donc de galaxies, de sous-structures, des petites galaxies, des grosses galaxies, des amas de galaxies, qui vont plus ou moins se former. Est-ce que c'est la vidéo que tu m'as envoyée où on fait varier la gravité, ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est autre chose. J'ai hâte qu'on parle de ça. Ça, c'est lié à la deuxième hypothèse pour expliquer le mécanisme physique de l'accélération et l'expansion de l'univers. Et donc voilà. Donc pour fixer les idées, matière noire, une recherche de particules massives, donc de la masse manquante, pour expliquer le fait que les galaxies restent piégées à l'intérieur des amas de galaxies, que les étoiles restent piégées à l'intérieur des galaxies, donc pour expliquer plutôt la formation des galaxies, et l'énergie noire qui ne sont pas des particules massives. On cherche justement à déterminer ce que ça peut être, mais dont les propriétés, dont l'effet est de s'opposer à la gravité et d'accélérer l'expansion de l'univers. Donc les distances entre les galaxies, elles augmentent plus vite ces derniers 6 milliards d'années qu'au début de l'univers, quand on sait que l'univers il a à peu près 13,8 milliards d'années. Donc c'est deux inconnus pour répondre à deux questions différentes, mais peut-être liées aussi. Évidemment, ça fait partie de tout ce qu'on ne sait pas, des 95% qu'on ne connaît pas de notre univers. Et donc toi, Pauline, tu étudies cette énergie noire et tu étudies avec un instrument assez particulier. Donc Valentin, si tu veux mettre l'image de DESI. DESI, c'est Dark Energy Spectrometric Instrument. Donc c'est plus de... Spectroscopic Instrument, excuse-moi. Non. C'est quoi, c'est 900 chercheurs et chercheuses? Tout à fait. Ouais. 70 institutions? Oui, tout à fait. C'est une collaboration internationale. Donc ça, c'est vrai que dans nos domaines, on travaille avec plein de gens partout dans le monde. Donc c'est super chouette pour l'ambiance, pour le côté collaboratif. Et donc DESI, c'est un télescope. Donc là, il y a une petite vidéo du télescope. C'est un télescope avec un miroir principal qui fait 4 mètres de diamètre. Ce miroir collecte la lumière et je sais pas, elle diffuse en même temps la vidéo ou pas? Ouais, d'accord. J'ai l'impression. Ouais. Super. Ce miroir collecte la lumière. Voilà, cette lumière, elle est extrêmement bien alignée parce qu'on veut que toute la lumière qui arrive sur le miroir de 4 mètres soit redirigée vers ce qu'on appelle le plan focal du télescope. Et à ce plan focal du télescope, là où la lumière est collectée, on va avoir, donc c'est ce qu'on voit ici, ça c'est le plan focal de DESI, c'est la révolution de DESI. Tout ce que vous voyez là, ce sont des petites fibres, c'est une fibre optique dont le positionnement a été positionné robotiquement. Il y a 5000 fibres optiques sur le plan focal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on observe le ciel, toutes les 20 minutes, on collecte le spectre de 5000 galaxies, ou 5000 objets, et ces 5000 spectres, donc ces fibres optiques, elles sont reliées par des câbles à des spectrographes, donc ce qu'on a vu là, et ce sont ces spectrographes qui vont aller décomposer la lumière comme un prisme, et à partir de la décomposition de la lumière, on va pouvoir dire deux choses avec précision, avec certitude. On va pouvoir dire quel type d'objet on a observé. Est-ce que c'est une galaxie proche de nous? Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est une galaxie très loin de nous? Quel type de galaxie c'est? Et on va pouvoir aussi déterminer très précisément la distance à laquelle cette galaxie se situe de nous. Donc ce qu'on va appeler le redshift, le décalage vers le rouge. Et c'est cette information de la distance à laquelle les galaxies se situent de nous et entre elles qui va être hyper important pour en apprendre sur l'univers et sur son expansion, pour retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. Donc en fait, à chaque
captures que fait Deci, vous savez pas ce qu'il va y avoir en fait. Alors, on fait un pré-travail sur la base juste d'images du ciel, pas à partir des spectres, parce qu'en fait, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'objets dans le ciel qu'on ne peut obtenir de spectres. Donc, on fait une présélection, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir le spectre pour avoir la certitude que c'est ce type de galaxie qui correspond à cette distance de nous, pour ensuite pouvoir faire nos analyses cosmologiques avec précision. Il y a stylé. Qui a été mis en commentaire. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il y a une équation type E égale mc2 avec l'énergie noire et la matière noire? Est-ce qu'aujourd'hui ces composantes-là de l'univers sont prises en compte dans les équations? Et comment en fait vous arrivez à intégrer l'énergie noire dans tout ça? Ok, vaste question. Donc en fait, oui, il y a une équation qu'on utilise pour comprendre l'évolution de l'univers dans son ensemble et sa composition. On appelle ça les équations d'Einstein, donc les équations d'Einstein de la relativité générale. Donc l'idée principale de la relativité générale, c'est que l'espace et le temps, ils sont reliés dans une même entité mathématique qu'on appelle l'espace-temps. Et cet espace-temps, il est malléable, il peut se déformer, il peut se comprimer, il peut s'étirer quand on met de la matière ou de l'énergie dedans. Donc, voilà. Donc, plus on met de masse, par exemple, plus l'espace et le temps se courbent autour de cette masse. Et en fait, si on applique cette idée-là à l'univers dans son ensemble, on peut avoir une espèce d'idée vous prenez une boîte d'univers, vous mettez une certaine densité de matière dedans, et selon la densité de matière dedans, et selon les types de matière que vous allez mettre dedans, et ben cette boîte, elle va s'étendre, elle va se contracter selon la manière dont cette matière, cette énergie se comporte. Du coup, donc, tout part des équations d'Einstein. Quand on applique ça à l'univers, on appelle ça des équations de Friedmann. Et ces équations de Friedmann, elles sont des paramètres qui sont pas des paramètres dont on peut connaître les valeurs a priori. Il faut les mesurer, ces paramètres. Et ces paramètres, on les mesure avec des observations. Ces observations, aujourd'hui, c'est essentiellement un vieux rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile ou le rayonnement de fond diffus cosmologique, qui est la plus vieille lumière de l'univers. Elle a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Et dans les fluctuations de température infimes qu'on observe quand on cartographie ce rayonnement, il y a des informations sur la composition de l'univers et sur son évolution. Et quand on applique ces équations de Friedmann et ces paramètres cosmologiques pour essayer de reproduire les propriétés de ce fond diffus cosmologique, eh ben, on arrive à la fameuse composition avec, je sais pas, 24% de matière noire, 68% d'énergie noire et 5% de matière ordinaire. Donc c'est de là en fait que ça vient l'importance qu'on confère à la matière noire et à l'énergie noire aujourd'hui. C'est parce que dans les équations, ces équations arrivent à reproduire de façon assez spectaculaire plein d'observations assez disparates, dont le fond diffus cosmologique, dont la structuration de l'univers à grande échelle et plein d'autres trucs. Oui, c'est exactement ça. C'est pour compléter ce que Sébastien a dit. C'est voilà, si on résume l'équation, disons phare dans sa version la plus simple, c'est là on a contenu de l'univers. Vous avez un camembert qui vous donne le contenu de l'univers. On a une sorte d'équation qui nous dit dis-moi le contenu de l'univers, je te dirai comment l'espace-temps se déforme. On a cette relation-là vraiment égale entre géométrie de l'univers égale son contenu et comment ce contenu se comporte. Et donc c'est là où on a le lien avec l'énergie noire et la matière noire. Alors je vais d'abord faire le lien avec la matière noire. La matière noire, elle rentre directement dans le terme qui décrit le contenu de l'univers, ce camembert. Il y a un terme dans ces équations qui correspond aux 25% de matière noire, aux 5% de matière ordinaire. Et pour la question de l'énergie noire et plus largement la question du mécanisme qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est là où on voit ces deux possibilités pour l'expliquer. Soit on prend l'approche, il nous manque un constituant dans l'univers, donc l'approche énergie noire, et on va rajouter la fameuse constante cosmologique d'Einstein, donc un terme constant dans la partie contenue de l'univers qui vaut 70%. Et là, on va chercher à décrire ses propriétés, voir à quel point ce modèle, qui est notre modèle actuel de la cosmologie, c'est le modèle le plus simple, où on dit que ce qui
l'énergie noire a des propriétés constantes. Voilà la valeur de la constante au vu des observations qu'on a faites. On ne l'explique pas, la valeur de cette constante, c'est phénoménologique. Mais à partir de ce modèle, on va essayer de voir à quel point c'est en accord avec les observations. Donc ça, c'est l'approche énergie noire. Mais avec cette même équation, on peut, que je vous ai dit, donc géométrie de l'espace-temps égale contenu de l'univers. Si dans contenu de l'univers, on ne met plus énergie noire, ce terme de 70%, mais à la place, on modifie le terme qui va décrire plutôt la géométrie de l'espace-temps et en fait plutôt la gravité, donc la description mathématique de la gravité, on peut aussi expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers sans faire appel à une énergie noire, mais cette fois-ci en modifiant notre modélisation, notre compréhension de la gravité aux échelles de distance entre les galaxies. Bien évidemment, on ne l'a pas redit, mais la relativité générale, elle est extrêmement bien testée à l'échelle du système solaire. Elle explique très bien ce qui se passe dans le système solaire. Il n'est pas question de la modifier à ce stade-là. C'est vraiment pour essayer d'expliquer ce qui se passe au-delà, et notamment entre les galaxies. Donc, il y a au moins 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse d'étendre les équations d'Einstein d'un système solaire à tout l'univers. Voilà, ouais. Et il y a l'hypothèse que tu dis de la gravité modifiée. Et toi, qui est lié en fait à ça, effectivement. Voilà, est-ce que la théorie de la relativité générale, qui est notre théorie aujourd'hui pour décrire la gravité à toutes les échelles, est effectivement valable à toutes les échelles, et notamment au-delà du système solaire. Et donc, si elle ne l'est pas, si on pense qu'elle ne l'est pas, il existe des théories de gravité modifiée où, naturellement, sans faire appel à une énergie noire, à un composant supplémentaire, on peut expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et sinon, si on reste dans l'approche plutôt énergie noire à essayer de caractériser ce que c'est, et ben là, on va d'abord se poser la question, est-ce que ces propriétés sont vraiment constantes, comme notre modèle le plus simple le suppose, ou est-ce qu'elle varie avec le temps, cette énergie noire? Ça me fait penser qu'en novembre, vous avez publié avec DESY pas mal de résultats et qui ont du coup apporté des nouvelles informations par rapport à ces hypothèses. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Tout à fait, oui, bien sûr. Donc, on a publié, donc avec DESY, on a publié des premiers résultats, les premiers résultats qu'on a obtenus avec 1 an d'observation. Donc DESY, c'est un relevé de dernière génération, c'est le premier à prendre des données. Il a commencé sa prise de données en 2021. Et l'année dernière, on a publié donc, les premiers résultats qui analysent 1 an d'observation. Et là, par rapport à la gravité, on peut peut-être regarder la fameuse simulation qui montre Valentin qui a la technique, un petit peu l'effet de la gravité. Il y a la vidéo qui s'appelle Gravité Position Galaxie. Donc ça, c'est pour illustrer des effets de modification de la gravité sur la structuration de la matière. Donc là, les petits points bleus, c'est quoi? Là, ce que vous voyez, c'est une simulation d'univers. Ce ne sont pas des données, c'est une simulation d'univers. Chaque point correspond à une galaxie dont on a la position. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a des structures. On reviendra sur cette structure de la matière et des galaxies. Et ce qu'on va faire varier là, c'est le petit curseur qu'on voit à droite, c'est on met plus ou moins fort l'effet de la gravité. Donc on accentue ou on diminue la force gravitationnelle, la valeur de la gravité. Et vous voyez que typiquement, quand on est dans les régimes extrêmes, là, quand on va vers beaucoup plus de gravité, vous voyez qu'il y a des effets qui arrivent, là, comme des élongations de galaxies. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça va modifier la façon dont les galaxies sont distribuées dans le ciel. Et donc, on est directement avec DESY, comme on a un instrument hyper puissant pour mesurer très précisément la position des galaxies, on comprend bien que si notre théorie de la gravité ne correspond pas à comment est la gravité en pratique, on va avoir ce genre d'effet qu'on va pouvoir voir dans nos données. Et donc, à partir de ce genre d'informations, un paramètre qu'on peut mesurer, c'est la vitesse à laquelle la matière se forme, s'agglomère pour former des structures. Donc, ce qu'on va appeler la croissance des structures, le taux de croissance des structures. Donc ça peut être éventuellement l'autre image. Et après, l'image avec les slices. Non, l'image dis-moi. avec F sigma 8. Ouais, celle-ci là, ouais, voilà. Celle-ci, le graphique structure. Ouais, le graphique structure, exactement, ouais. Et donc, en fait, grâce à cette sensibilité à l'effet de la gravité sur la position des galaxies, sur comment les galaxies se structurent,
on peut mesurer donc là en ordonnée, donc en horizontal. Je ne sais pas si tu veux faire déplacer le souris. Je sais pas si tu peux faire. Non, je crois qu'on ne voit pas ma souris, malheureusement. En horizontal, donc ce qu'on a ici, là. Tu veux dire en vertical? Ouais. Pardon, oui, c'est vertical. L'autre horizon. Voilà. C'est comme la droite et la gauche, vous savez, on est pas tous dans l'espace, il n'y a pas de sens. Tu as la croissance des structures. Voilà, donc, exactement. En vertical, on a la vitesse à laquelle la matière s'agglomère pour former des structures, ce qu'on appelle la croissance des structures, en fonction du temps. En horizontal, en abscisse. Et donc les points que vous voyez en noir, ce sont les mesures faites avec différents échantillons de galaxies obtenus avec DESY. Et les courbes en couleur, c'est justement des modèles où on va modifier. On a la prédiction de la relativité générale en noir pointillé, et après on a des modèles où on modifie justement la gravité. On va mettre une gravité plus forte que ce que la relativité générale prédit en vert ou moins fort en rouge. Vous voyez que nos données, pour le moment, sont en accord avec le modèle le plus simple pour décrire la gravité, qui est la relativité générale. Donc, du côté de la gravité, les derniers résultats de DESY qu'on a publiés en automne, ceux dont tu fais référence, eh bien, ils confirment que la relativité générale est a priori toujours une bonne théorie pour décrire la gravité. Donc, pas de suspect. Donc, Einstein a toujours raison en 2025. Et toujours pas mal. Toujours raison. Il n'y a pas de. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la première partie des résultats pour la partie gravité. Ouais, tout à fait. Et en fait, juste pour bien comprendre, quand c'est en bleu, ça veut dire que avec le temps qui évolue, les structures s'éloignent plus les unes des autres, ou au contraire Alors là, ça va plutôt vouloir dire que si on a plus de gravité, donc une gravité qui est plus forte que ce que prédit la relativité générale, on voit que autant aujourd'hui, qui correspond à t égale 0, on devrait avoir plus de structures que ce qu'on observerait si la gravité était bien décrite par la relativité générale. Et inversement, si on a une gravité plus faible que ce que prédit la relativité générale, on aurait moins de structures aujourd'hui. Et donc, les points correspondent à ce qu'on observe véritablement. Et voilà. Et les courbes, ce sont des modèles, même. C'est même pas une simulation, ce sont des modèles. Okay. Et des modèles de gravité. Et les points noirs avec donc leur barre d'erreur, ce sont les mesures obtenues avec l'analyse des données d'un an d'observation de DESY. Ok. Alors, on va passer à une autre question qui va nous refaire un petit pas en arrière. Comment a-t-on su que l'expansion de l'univers s'accélère? Ok, alors en fait, l'accélération de l'expansion de l'univers, donc tu l'avais dit en introduction, on l'a découvert à la fin des années 90 à peu près. On savait déjà que l'univers était en expansion depuis les années 1920. Quand on a observé que des galaxies, elles ont tendance à rougir plus elles sont loin, et ce rougissement, il traduit le fait qu'elles sont en train de s'éloigner les unes des autres au fil du temps. Mais dans la compréhension qu'on avait dans la majorité du XXe siècle, on pensait que cette expansion, elle allait ralentir, parce que toute la matière de l'univers, elle a tendance à avoir une masse, et donc la masse a tendance à attirer les choses avec la gravité, avec l'attraction gravitationnelle. Donc on se dit que si on lance l'univers initialement, et que tout était le résultat de l'élan initial, cette expansion, elle va finir par ralentir, et peut-être même s'inverser pour donner ce qu'on appelle un big crunch. Il y a le Big Bang et il y a le Big Crunch. Ouais, c'est ça. Donc il y a l'expansion initiale qui devrait ralentir avec l'attraction de toute la matière, et ensuite, tout devrait retourner à son état initial. Et donc ça, dans le début des années 90, on est encore dans ce mode de pensée-là. Ah ouais. Et on se dit, en fait, on va lancer des programmes d'observation qui vont essayer de vérifier ça, de vérifier à quel rythme ralentit l'univers. Et la surprise, les observations qu'on a, qui sont des espèces d'explosions d'étoiles très lointaines, elles sont moins lumineuses que prévu dans un univers qui ralentit. Et en fait, la seule manière d'interpréter cette observation-là, c'est de se dire que, en fait, l'univers, il s'accélère. Il accélère son expansion depuis 5 à 6 milliards d'années. Parce que si c'est moins lumineux, ça veut dire que c'est plus loin? Exactement. Tout à fait. Les observables qu'on a pour ça, c'est ce qu'on appelle des supernovae thermonucléaires. Alors, c'est un mot un peu compliqué, qui traduit en fait une situation relativement simple mais épique.
Donc vous avez en fait un couple d'étoiles, donc vous avez une toute petite étoile qui est en train de manger une grosse étoile, et cette grosse étoile, elle est comme aspirée, pas aspirée, mais elle est attirée par la petite étoile, ça forme un disque de matière autour de la petite étoile, et elle va engloutir de la matière comme ça, mais jusqu'à un certain point. Et à partir d'un certain point, elle ne peut plus tenir autant de matière, elle finit par exploser de façon très violente. C'est une supernova thermonucléaire, c'est aussi brillant qu'une galaxie tout entière pendant quelques semaines, voire quelques mois. Alors que c'est juste 2 étoiles. Alors c'est juste deux pauvres étoiles, enfin là c'est juste une pauvre étoile qui a décidé de s'oblitérer. Et du coup, en fait, ces explosions, elles ont une particularité, c'est que elles explosent toutes à peu près avec la même énergie. Alors c'est pas complètement vrai, mais en tout cas, on peut s'en servir comme... La luminosité, est toujours la même. Exactement. L'évolution de la luminosité d'une supernova thermonucléaire, elle est toujours à peu près la même. Ça devient plus brillant à un moment, ensuite ça devient moins brillant d'une façon un peu caractéristique. Et le pic de luminosité, il est à peu près caractéristique aussi. Et donc, toutes les supernovae thermonucléaires qu'on observe dans l'univers, on peut s'en servir comme une espèce d'ampoule de 100 watts. Quoi. Si tu sais exactement que ton ampoule, elle fait 100 watts, si tu la mets plus loin et que tu observes une certaine luminosité, tu peux te dire que, comme tu connais comment l'énergie se répartit dans l'univers, que si elle est, je sais pas, 4 fois moins brillante, c'est qu'elle est 2 fois plus éloignée que ton ampoule qui est juste à côté de ton œil. Et donc, en fait, cette propriété-là que toutes les supernovae thermonucléaires explosent à peu près avec la même énergie, ça en fait ce qu'on appelle en astronomie des chandelles standards. En pratique, si on veut pinailler, pour les gens qui pinaillent, on appelle ça des chandelles standardisables, parce que pour prendre en compte cette petite... Il faut pinailler. Ah bah oui, bah voilà, c'est une question de réputation, donc pinaillons. Donc ce sont des chandelles standardisables, mais en pratique, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si on avait cette étiquette de 100 watts. En pratique, c'est des milliards de watts de puissance pour une supernova thermonucléaire, mais donc, on se sert de ça pour savoir à quelle distance sont les choses dans l'univers très lointain. Et si elles sont moins lumineuses que prévu, c'est qu'elles sont plus distantes que prévu, et donc que l'univers, il s'étend plus rapidement que prévu. Mystère. Et donc, pourquoi l'univers s'expand plus rapidement que prévu? Là, on est dedans, avec l'hypothèse de l'énergie noire, de la constante cosmologique. Ok. Moi, il y avait un schéma aussi, Valentin, si tu as envie de le mettre, qui je trouvais assez parlant, ou qui compare la progression de la taille de l'univers avec et sans énergie noire. Il est tellement réactif, Valentin. Merci, Valentin. Valentin est très très fort. Et je regarde un peu les questions du chat. Il y a des questions qui sont plus surprenantes que d'autres. Il y a aussi des idées poétiques d'un dîner aux chandelles standardisables. Oh, joli. Très, très poétique. Oui, romantique. Pas être trop près d'une chandelle standardisable quand même. Bon. Ce sera romantique, mais très court. Est-ce que je vais utiliser la question de MC Jabou? C'est c'est quand qu'on va trouver la nature et l'origine de cette énergie? Pour Pauline, est-ce que vous avez quand même des idées de la nature de cette énergie? Alors donc oui, effectivement, donc ça c'est les premiers résultats qu'on a publiés en avril avec Daisy en avril dernier. Donc comme je vous le disais, bon alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc ça va peut-être pas être satisfaisant pour les personnes qui nous écoutent, mais on essaie de bien définir un peu les questions qu'on pourrait poser pour essayer d'y répondre proprement par oui ou non, typiquement. Donc là, la question centrale à laquelle Daisy s'attaque, c'est typique pour l'énergie noire, c'est typiquement est-ce que c'est une constante cosmologique, est-ce que les propriétés de l'énergie noire sont constantes ou est-ce qu'elles varient avec le temps, les propriétés de l'énergie noire. Donc ça, c'est un résultat qu'on a publié en avril dernier. On montre que au vu on peut peut-être voir d'ailleurs on parle des résultats et après on mettra les jolies images. Les jolies images. Mais c'est du coup Dis-moi. Non, on va mettre d'abord la figure que Sébastien a rajoutée là, des BAO. Ah, donc, c'est l'image BAO oscillation. Oui, je vais vous expliquer comment on essaye de répondre à cette question de est-ce que
les propriétés de l'énergie noire varient avec le temps ou pas. Avec le fond, peut-être, Valérie, tu peux mettre l'image en plein écran parce que j'ai l'impression que ça se confond avec les superbes galaxies qu'on a mis en fond. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette image? Donc là, c'est une illustration d'un effet exagéré, mais une illustration d'un effet qui a été exagéré pour bien fixer les idées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les galaxies dans le ciel, elles ne sont pas réparties de manière aléatoire. Il y a des endroits où on va trouver des régions, il y a des régions où on va avoir plein de galaxies, on va appeler des régions des surdensités, des amas de galaxies, des régions où on va avoir pas de galaxies, ou pratiquement pas de matière, ça va être des vides cosmiques. Donc il y a cette structuration de la matière et des galaxies. Et un autre effet caractéristique de la distribution des galaxies, c'est qu'il y a une distance caractéristique entre deux galaxies. Deux galaxies sont préférentiellement espacées les unes des autres de 500 millions d'années-lumière. Donc c'est ce qui est représenté ici, cette distance caractéristique, où comme si, tous les 500 millions d'années-lumière, on avait cet anneau-là de galaxies. Et cette distance caractéristique, on va aller l'utiliser comme un étalon de mesure. Donc, c'est plus la chandelle standard des supernovas, où là, c'était la luminosité de la supernova, mais ça va être plutôt la distance caractéristique entre deux galaxies, qu'on va utiliser comme un étalon de mesure pour mesurer l'évolution des distances au cours du temps, dans les différents échantillons de galaxies que DAISY observe. Parce que DAISY va observer des galaxies qui ont émis leur lumière à différentes époques de l'univers. Comme ça, on va pouvoir mesurer les distances dans l'univers proche, il y a 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, 6 milliards d'années, et on fait ça jusqu'à 12 milliards d'années. Comment tu sais que le signal que tu reçois provient de telle période de l'univers? Ça, c'est avec le redshift, justement. Donc, avec cette mesure de la distance à laquelle la galaxie se situe de nous, en fait, ce qu'on mesure directement, c'est un terme que Sébastien a aussi introduit, ça va être ce décalage vers le rouge. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit DAISY, c'est une machine à mesurer des spectres de galaxies. Un spectre de galaxie, c'est une décomposition de la lumière de galaxie. Dans la lumière, il y a quoi? Il y a en l'occurrence, vous avez des raies d'absorption ou d'émission. Et ces raies, qui sont caractéristiques de l'objet dont on décompose la lumière, elles sont à certaines positions. Si je faisais le spectre d'un objet sur Terre ou d'une galaxie, ces raies vont être modifiées. La position de ces raies va être modifiée du fait que la galaxie que je suis en train de regarder, elle s'éloigne de nous. Donc on va avoir un décalage de ces raies spectrales vers le rouge, vers les longueurs d'onde plus petites et plus grandes, pardon. Et donc du coup, non, plus petites. Non, plus grande. Plus grande, voilà, oui. Plus grande. Et donc, du coup, c'est la mesure d'abord de ce décalage des raies spectrales, le redshift, qui nous permet de le relier à la distance à laquelle la galaxie se situe. Donc, on sait, on a des populations comme ça de galaxies qui sont toutes situées à peu près à telle distance, à telle époque de l'univers, et on va mesurer comme ça la distance caractéristique entre ces galaxies. Et on fait ça donc au cours du temps, et on retrace comme ça l'histoire de l'univers. Et ce qu'on a observé en combinant nos données avec d'autres expériences, Sébastien parlait de ces premiers photons qui ont été émis dans l'univers qui constituent le rayonnement fossile. Nos données combinées avec ces données-là et avec des données justement d'explosion d'étoiles thermonucléaires, les supernovas de type 1A, on montre pour la première fois une préférence. On n'en est pas au stade de... Je ne peux pas encore vous dire c'est exactement ça parce que ça serait vous mentir, mais on en est au stade où on voit des préférences pour un modèle où l'énergie noire varie au cours du temps par rapport à une constante cosmologique. D'accord. Donc ça, si c'est confirmé avec plus de données, avec aussi d'autres méthodes, ce serait la première fois depuis la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers qu'on est capable d'exclure le modèle principal aujourd'hui, qui est le modèle où on suppose que l'énergie noire est une constante, cette fameuse constante cosmologique. Donc l'énergie noire, ce serait, si on fait un mini bilan de où on en est maintenant, ce serait une force qui pousse les objets de l'univers à s'éloigner les uns des autres, et au fil du temps, depuis la création de l'univers, elle serait de plus en plus forte, c'est ça? Alors, pas nécessairement. L'interprétation du... Donc, cette force, on préfère dire fluide, parce que
c'est subtil entre les deux. Soit subtil, on a dit qu'on pinaillait. Mais disons qu'on préfère juste dire fluide parce que fluide, ça n'implique pas forcément qu'il y ait des modifications de la gravité. Ok. La force pourrait supposer qu'il faut des modifications de la gravité. Fluide, c'est un petit peu plus générique, on va dire. Mais parenthèse fermée. J'adore. Ce fluide, effectivement, dont les propriétés, c'est de s'opposer à la gravité, aurait des propriétés qui ne sont pas les mêmes au cours du temps. Mais nos observations, le modèle qui semble être privilégié par les données, c'est plutôt un modèle où l'effet de cette énergie noire s'amenuiserait avec le temps. Donc elle serait moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'a été, mais il y a peut-être 3 milliards d'années. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a 10 milliards d'années, l'univers n'était pas dominé par l'énergie noire. Donc si on fait peut-être juste un petit topo sur l'histoire de l'univers, je crois que tu avais une figure, si tu veux commenter. Il y a une figure histoire de l'univers. Alors, histoire de l'univers. Avec en horizontal, il y a le temps qui n'est pas du tout une échelle linéaire. C'est... Ah ouais, Valentin. Incroyable. Alors, donc l'idée de ce petit diagramme-là, c'est de résumer 14 milliards d'années d'expansion cosmique. Ça commence avec le Big Bang tout à gauche, donc cette espèce d'expansion initiale à partir d'un point, essentiellement. Donc toute la matière qu'on observe était contenue dans un petit point. Et ce petit point, il a commencé à s'étendre de façon extrêmement violente pendant les premières fractions de seconde après le Big Bang. Ensuite, la matière a commencé à s'étendre portée par son élan initial, et cette matière, elle a commencé à ralentir dans son expansion pendant un moment, et il semblerait, avec le modèle qu'on a à l'heure actuelle, le modèle cosmologique qu'on a à l'heure actuelle, si on inclut cette énergie sombre, cette énergie noire, cette énergie noire va prendre le dessus sur la dynamique de l'univers à partir d'un certain point, à partir d'il y a 5 à 6 milliards d'années, et à partir de ce moment-là, l'univers il se met à s'accélérer. Et c'est ça que nous dit aujourd'hui notre meilleur modèle cosmologique, qu'on appelle dans le jargon le modèle lambda CDM, lambda pour cette constante cosmologique, c'est une lettre grecque qui symbolise la constante cosmologique, et CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, ça veut dire matière noire froide, c'est un modèle de matière noire qu'on utilise pour comprendre la structuration de l'univers, et c'est ce modèle-là, aujourd'hui, qui correspond au mieux aux observations. Et cette illustration, je la trouve intéressante. Tu veux y rajouter un Non, truc? je vois 2 questions dans le chat sur lesquelles je reviendrai, mais on va finir avec d'abord avec cette... Non, mais moi, je suis... c'est des questions sur les... C'est des questions concernant Euclide et l'observatoire Vera Rubin. Donc, effectivement, donc DESI, c'est la première expérience de nouvelle génération, le premier relevé de nouvelle génération à prendre des données, mais il y en a d'autres, et c'est hyper... intéressant et complémentaire. Donc, il y a le satellite européen Euclide qui a été lancé en juillet 2023. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 2023, dont le but est aussi de caractériser l'énergie noire. Ils vont le faire avec à la fois la technique de DESI, qui est donc ce qu'on appelle... je vais utiliser le vrai terme parce qu'avec le Covid, en fin de compte, il s'est un peu popularisé, mais ce qu'on appelle le clustering des galaxies, donc le fait que les galaxies clusterisent, c'est ce que je vous disais. On reviendra sur cette image de la slice de cartographie juste après. Mais donc ça, c'est une technique, le clustering des galaxies, la distribution spatiale des galaxies pour étudier l'énergie noire. Il y a d'autres méthodes que Euclide, le satellite Euclide va également exploiter. Et donc Euclide a été lancé. Et pour l'observatoire Vera Rubin, c'est aussi une des grandes questions scientifiques à laquelle l'observatoire Vera Rubin va chercher à répondre. C'est pas la seule, il prévoit de faire autre chose aussi. L'observatoire Vera Rubin, c'est vraiment un relevé du ciel, de tout le ciel qui va servir d'héritage pour de nombreuses années, et pas uniquement pour la cosmologie, mais pour plein d'autres thématiques de recherche en astrophysique, planétologie, etc. Mais pour la question de l'énergie noire, ils vont aussi répondre, et pour Rubin, l'observatoire Vera Rubin, et donc ils sont en train des petites nouvelles fraîches, ils sont en train de monter la caméra, ils vont observer la première lumière là d'ici quelques mois, et la prise de données scientifiques devrait commencer à l'automne ou début d'année prochaine. Donc c'est imminent aussi. Ouais. Alors juste pour donner un peu de perspective, l'observatoire Vera Rubin va utiliser la plus grande caméra du monde
pour faire 1000 clichés du ciel par nuit pendant 10 ans. Ouais. Et tout ça dans le but de faire la plus grande cartographie de l'histoire de l'univers. Peut-être de l'histoire de l'univers, on ne sait pas s'il y a d'autres aliens qui ont fait ça avant nous, mais en tout cas, chez les humains, ce sera la plus grande de l'histoire. L'idée, c'est de cartographier la position en 3D et la vitesse de, je crois que c'est 2% des galaxies de l'univers observable. Et ça, ce serait la plus grande carte 3D. Ça c'est déjà... Parce que pour l'instant, c'est... 10 milliards de... Ouais, c'est ça. 20 milliards de galaxies. Sauf que la seule différence, c'est que l'observatoire Vera Rubin, c'est ce qu'on appelle un relevé photométrique. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sébastien, c'est la plus grande caméra. C'est une caméra magnifique qui va faire des super images. Donc, ils vont pouvoir observer beaucoup plus d'objets, mais par contre, il n'y aura pas la contrepartie spectroscopie que DESI fournit. Donc, DESI, c'est moins d'objets, c'est 60 millions maintenant même, 60 millions d'objets à la fin, dont on va avoir le spectre à la fin de ces 6 ans d'observation. Mais par contre, voilà, c'est la position précise en 3 dimensions. Vera Rubin, on est plutôt sur des dizaines de milliards d'images, donc c'est plus d'un ordre de grandeur plus grand. Mais par contre, voilà, la mesure de la distance à laquelle ces objets se situent est moins précise. Mais on peut faire plein de choses quand même avec. Justement, récemment, je crois que pour l'instant, le record de la carte 3D de l'univers, c'est vos résultats récents avec DESI. Il y a une première illustration, Valentin, si tu veux la mettre, qui s'appelle Voyage Galaxie, pour introduire, et ensuite on va pouvoir passer au slice. Comment vous y êtes, comment s'y prendre pour cartographier en 3D l'univers? C'est peut-être simple comme question, mais moi ça me fascine absolument. Oui, ça c'est vrai que c'est de la recherche fondamentale. Il faut voir aussi que c'est des projets qui ont commencé à voir le jour. C'était, je crois que c'était autour de 2015, qu'ils ont commencé à parler de ce projet-là, de DESI, qui s'appelle maintenant DESI. Donc, ça commence forcément par des upgrades technologiques. Donc ça, moi, c'est aussi la partie que je trouve assez folle, c'est que c'est des projets, on a beaucoup en tête les grandes questions de science à laquelle ces instruments vont servir. Mais derrière, c'est aussi des upgrades, des développements instrumentaux incroyables, et donc du coup on a une panoplie aussi de métiers dans ce genre de projet, avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec toute une partie d'administration aussi, de communication. DESI a son propre service communication, et bien évidemment donc les chercheurs. Et donc voilà, donc là ce qu'on voit c'est et pour cette partie communication, justement, on essaye de s'entourer de professionnels pour essayer de visualiser nos données. Donc là, c'est chaque point que vous voyez, là, c'est une galaxie qui a été observée. C'est pas une image d'artiste. Non, c'est pas vraiment vos données. Ce sont des vraies données qui ont été bien évidemment traitées pour avoir ce rendu, mais ce sont des vraies données, et c'était pour s'immerger, disons, complètement, si on pouvait. Voyage au cœur de la galaxie. Voilà, au cœur de l'univers, là même. C'est assez fou. Il y a une deuxième représentation que vous faites qui s'appelle, nous j'appelais ça les slices dans les illustrations que tu m'as envoyées. Il y a d'abord la slice un peu étendue, Valentin, si tu veux la mettre, et ensuite il y a un petit, je sais pas si on montrera le zoom, je pense qu'on arrivera à voir. Là, il y a une question en attendant à laquelle on peut répondre, c'est on estime à combien le nombre de galaxies totales dans l'univers? Est-ce qu'on a une idée? Alors, les estimations les plus récentes qu'on a, c'est qu'il y aurait environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers, dans la portion de l'univers qui est accessible à nos télescopes. Il faut savoir que l'univers, comme la vitesse de la lumière est finie, on ne peut pas voir des choses qui se sont passées, dont la lumière a été émise avant 14 milliards d'années. Donc on ne sait pas si le Big Bang c'est le début de l'univers, mais on sait que les photons, les grains de lumière ont pu voyager que maximum 14 milliards d'années avant d'arriver à nos yeux ou dans nos télescopes. Ce qui fait qu'en fait on a une espèce d'horizon autour de nous, c'est une espèce de bulle qui est centrée sur la Terre, qu'on appelle l'univers observable, et chaque personne dans l'univers, que vous soyez sur la galaxie d'Andromède, ici, ou vraiment à l'autre bout, vous avez une bulle d'univers observable autour de vous. Donc c'est tout l'ensemble de tous les rayons de lumière qui ont voyagé maximum pendant 14 milliards d'années pour arriver jusqu'à votre œil.
Et dans cette bulle-là, qui est quand même assez géante, hein, on recense aujourd'hui 2000 milliards de galaxies. Comment est-ce qu'on sait ça? On fait on appelle ça des relevés astronomiques. On pointe, des relevés profonds. On pointe un télescope comme Hubble ou le James Webb dans une toute petite région du ciel, un tout petit patch. On compte les galaxies dans le patch et on se dit, l'univers, il est pareil dans toutes les directions à peu près. Donc, quelle que soit la direction qu'on regarde, en train de danser le disco, mais quelle que soit la direction qu'on regarde, on devrait voir à peu près le même nombre de galaxies dans chaque patch. Donc si on multiplie le nombre de galaxies dans un patch par le nombre de patchs qu'il faut pour remplir toutes les directions du ciel, on arrive à 2000 milliards. Ok. Et donc vous n'avez pas cartographié 2000 milliards de galaxies? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On en a, donc là, avec les données 1 an, on en a observé 6 millions, et c'est presque 3 fois plus. Donc, ouais, ça, j'aime bien le dire, c'est en 1 an d'observation avec DESI, on a collecté donc 6 millions de galaxies, de positions de galaxies, et c'est à peu près 3 fois plus que ce qu'on a collecté en 20 ans avec la génération de télescopes précédents. En 3 ans de capture d'images? En 1 an. En 1 an? En 1 an d'observation avec DESI, on a observé 3 fois plus que ce qu'on a observé en 20 ans avec la génération précédente. Et là, c'est une carte de notre univers dans ses dimensions les plus grandes. Donc, l'observateur est au centre, là, donc ça fait quelque chose comme ça, là. Le petit point au milieu de l'espèce de sablier, Voilà, exactement. Okay. Nous, on est le petit point là, devant, comme ça. Donc, ce que vous avez là, c'est des coordonnées. Il y a une coordonnée angulaire qui correspond à celle ici, et la profondeur, c'est justement le redshift, c'est la distance à laquelle la galaxie se situe de nous. Et donc, ce qu'on voit, donc devant, c'est un zoom de la région la plus proche de nous. Et derrière, on voit qu'il y a différentes couleurs. Il y a du bleu plus clair et du rouge. Donc ça, c'est justement ces différentes populations de galaxies dont je vous parlais, qui vont nous permettre d'aller sonder les propriétés de l'univers jusqu'à 12 milliards d'années. Donc, l'univers tel qu'il était il y a 12 milliards d'années. Donc, on a différents types de galaxies, et on a fait un zoom sur l'univers proche pour vous montrer ce que je vous disais justement, que en fait, ça, on appelle ça la toile cosmique de l'univers. C'est l'univers dans ses dimensions les plus grandes. Chaque point que vous voyez, donc, c'est une galaxie repérée par ses coordonnées angulaires et la distance à laquelle elle se situe de nous. Et ce qu'on voit bien, c'est que, en fait, il y a des régions où c'est très dense. Là, on voit comme des filaments. Donc ça, c'est des régions très denses. Il y a des endroits où il y a des nœuds ou une accumulation de galaxies. Ça va être les amas de galaxies. Ces nœuds, ils sont reliés par des filaments. Dans ces filaments, c'est plutôt des galaxies comme notre galaxie, la Voie lactée, une galaxie spirale dans laquelle il y a de la formation stellaire. Donc, c'est une galaxie encore assez jeune, donc comme notre Voie lactée. Et dans les nœuds, dans les amas de galaxies, c'est des galaxies plus vieilles, plus grosses, dans lesquelles il n'y a plus de formation d'étoiles. Et on voit aussi qu'il y a des endroits, on dirait que c'est noir, c'est ce qu'on appelle les vides cosmiques, où on a beaucoup moins de matière. Et c'est vraiment ces différences de cette structuration de la matière, ce degré de structuration de la matière qu'on va utiliser, la différence de densité entre une région par rapport à une autre, on va chercher à caractériser et même du coup à étudier d'un point de vue statistique, qui va nous permettre de déterminer les paramètres de l'univers, la vitesse à laquelle l'univers s'étend, donc ce qu'on appelle le taux d'expansion de l'univers, et c'est cette vitesse à laquelle l'univers s'étend qu'on va comparer à un modèle où l'énergie noire serait constante ou un modèle où l'énergie noire varie. Et selon ce que préfèrent les observations, on va pouvoir interpréter quel modèle est privilégié. Et on mesure aussi cet autre paramètre dont je vous ai parlé, par exemple, la vitesse à laquelle la matière se forme, se structure pour former des galaxies, donc la croissance des structures. Donc ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est à la limite un visuel pour un prochain Twitch que j'essaierai peut-être de préparer, mais si je vous mettais... c'est un peu ce qu'on a commencé à voir en faisant varier la gravité. Mais voilà, si je vous laissais vous-même dire c'est quoi les paramètres de l'univers, combien de matière noire, combien d'énergie noire, quelle force, quelle amplitude pour l'effet de la gravité, vous produiriez des cartes d'univers complètement différentes.
Et donc après, on va chercher à savoir quelle combinaison de paramètres et quel modèle du coup cosmologique explique le mieux ces observations. Ouais, hâte de jouer avec l'univers. Il y a deux questions qui ont été intriguées par cet univers observable et l'univers réel. Il y a à la fois, est-ce qu'il est possible d'estimer le nombre de galaxies au-delà de l'univers observable, et aussi, est-ce que ça veut dire que l'univers réel est plus ancien que l'univers observable? Qu'est-ce que c'est ça, c'est de la question de emploi fictif. L'âge de l'univers. Je pense que je vois pourquoi il dit ça. Ou elle, emploi fictif, merci. Donc, déjà pour répondre à la première question, est-ce qu'il est possible d'estimer le nombre de galaxies au-delà de l'univers observable? En fait, la science fonctionne avec des observations, essentiellement. On peut avoir toutes les théories du monde, mais il faut les confronter aux observations pour savoir si elles sont valides ou non pour décrire le monde dans lequel on vit. Au-delà de l'univers observable, par définition, ça ne peut pas être observé. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà de l'univers observable. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des idées sur ce qu'il y a au-delà de l'univers observable. Il y a des gens qui pensent que l'univers, il est infini, par exemple. Et donc, dans un univers infini, il y a une infinité de galaxies. Il y a des gens qui pensent que l'univers, il est fini, mais sans bord. C'est-à-dire que, comme dans Pac-Man, si vous allez tout droit dans une direction de l'univers, vous retombez dans l'autre côté du panneau, et c'est comme si vous vous déplaciez à la surface d'un donut. Et dans ce cas-là, l'univers, il serait petit, et il pourrait même être plus petit que ce qu'on observe, parce que chaque galaxie qu'on observe pourrait avoir des images fantômes dans d'autres directions du ciel. C'est un truc complètement fou. Donc en fait, il pourrait y avoir moins de galaxies que prévu si l'univers il est fini, sans bord et plus petit que prévu. Et en pratique, on pense qu'il n'est pas plus petit que prévu. Il est au moins 95% de la taille qu'on prédit avec le modèle cosmologique. Cette phrase n'est pas facile à dire. Mais il pourrait, en fait, il est aussi probable qu'il soit beaucoup plus grand, mais l'étendue de l'univers au-delà de l'univers observable, on n'en a aucune idée. Et en fait, c'est compliqué par un autre aspect, qui est le fait que, comme la vitesse de la lumière, elle est finie, plus vous regardez loin, plus vous regardez dans le passé. Si vous regardez la Lune, vous la voyez avec 1 seconde de retard, parce que les petits photons, les petits rayons de lumière qui partent de la Lune, ils vont mettre 1 seconde à arriver à votre œil. Le Soleil, ça va être 8 minutes. La galaxie d'Andromède, ça va être 2,5 millions d'années. Et en fait, plus vous regardez loin, plus vous regardez des tranches d'univers du passé. C'est comme si vous aviez accès à une machine à voyager dans le temps. Mais donc en fait, quand on regarde des galaxies qui sont loin de nous, ça se trouve, si on les regardait au même moment que nous, elles ne seraient pas du tout pareilles. Ouais, exactement. Donc, il y a même des galaxies, moi je me souviens, j'avais fait, parce que j'ai fait ma thèse sur des galaxies qui ont des galaxies particulières qui ont un trou noir supermassif au centre. C'est des galaxies qui sont très, très brillantes, qui apparaissent comme un point dans le ciel. Et je me souviens, une question que j'avais de manière assez récurrente quand je faisais des présentations un peu grand public, quand je leur disais que là, je regardais des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 11 milliards d'années, ils me disaient, mais elle est devenue quoi la galaxie aujourd'hui? Et donc j'avais fait effectivement un petit calcul. Il y en a pour les plus éloignées, je ne saurais jamais ce qu'elles sont devenues, parce qu'elles ne rentreront jamais dans mon univers observable. Leur lumière ne sera jamais atteignable. Tout à fait. Donc, c'est assez fou quand on y pense quand même. Et il y a un autre truc qui est un peu fou, c'est que comme l'univers est en accélération, son expansion, en fait, il y a des galaxies qui sont aujourd'hui dans notre univers observable, qui, dans le futur, vont passer au dehors de notre horizon. Ce qui fait qu'on va voir de moins en moins de galaxies si l'univers continue dans sa trajectoire actuelle. Donc ici, il a mauvais coton, on a de moins en moins d'univers à observer, c'est un peu chiant, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut observer l'univers maintenant, parce que c'est très important de capturer toutes ces lumières. Et donc une question, c'est donc, est-ce que donc dans 5 milliards d'années, l'univers observable mesurera 19 milliards d'années-lumière? Alors, non, c'est pas aussi simple que ça. La relation n'est pas linéaire. Ouais. Tu veux t'y coller? Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais si ça vous intéresse, vous enverrez la publication. Non, parce qu'en fait, je trouve que ça reboucle avec une autre question là, sur est-ce que l'univers réel il a 90 milliards d'années-lumière ou pas? Parce qu'en fait, on a tendance à penser que comme l'univers il existe depuis 14 milliards d'années, donc la plus lointaine source de lumière, elle a émis sa lumière il y a 14 milliards d'années. Donc ensuite, le petit photon, là, il a voyagé en ligne droite jusqu'à votre œil. Et en fait, dans un univers fixe,
on peut se dire que si les galaxies ou si les sources de lumière ne changent pas de distance entre elles au fil du temps, et ben, ce petit photon, tous les photons dans toutes les directions autour d'un observateur, ça va voyager pendant 14 milliards d'années, et donc il y a une espèce de boule d'univers observable qui devrait faire 14 milliards d'années-lumière de rayon, et donc 28 milliards d'années-lumière de diamètre. D'accord ? D'accord. Ça, c'est si l'univers il est fixe. Or, l'univers il n'est pas fixe. Donc, un photon, une source de lumière qui a émis sa lumière il y a 14 milliards d'années, il a voyagé dans l'univers, mais l'univers il s'est étendu au fil du temps. Donc, cette source de lumière, elle s'est éloignée au fil du temps. Et cette source de lumière, elle s'est tellement éloignée qu'une source de lumière qui a émis sa lumière il y a 14 milliards d'années, aujourd'hui, elle se trouve à plus de 40 milliards d'années-lumière. Ce qui fait que la taille de la boule d'univers observable dans lequel on est aujourd'hui, elle est plutôt de l'ordre de 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Je pense que, Valentin, si tu veux, tu peux remettre l'illustration de l'expansion de l'univers avec et sur l'énergie noire, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre dans l'évolution de l'univers qui, en fait, devient de plus en plus gros. Enfin, moi, pendant ton explication, ça m'a fait penser à ça, où si le photon, il part de tout en bas au niveau du Big Bang qui vient jusqu'à nous, bah, en fait, le trajet qu'il a parcouru, il paraît encore plus grand, quoi. Tout à fait. Exactement. Oh là, il y a plein de questions, c'est super. Je vais essayer d'en trouver. Si vous voyez une qui tape dans votre œil, vraiment, Tape comme ça dans notre œil. Comme un petit photon. Exactement, comme un petit photon de 14 milliards d'années. Et juste pour boucler sur les photons, là, parce que du coup, on l'a dit aussi, effectivement, ces premiers photons qu'on reçoit, qui ont été émis, et les premiers qu'on peut capter, qui ont été émis dans l'univers, bah, c'est justement ce fond diffus cosmologique dont on parlait, ce rayonnement fossile. Avant l'émission de ces photons-là, l'univers existait encore, donc l'émission de ces premiers photons, c'est 380 000 ans après le Big Bang. C'est pour ça que généralement, on dit 14 milliards d'années pour les premiers photons pour raccourcir. Mais avant cette émission des premiers photons, bah, l'univers il était opaque. Donc on pouvait même pas savoir ce qui se passe dedans à partir de l'information qui provient de la lumière. Ouais, voilà. Tout à fait. Il y a une question qui est sur l'univers est-il plat ou courbé ? Alors, comme Julien, je ne sais pas qui est Julien, mais moi, ça m'intrigue sur... je sais que Sébastien, tu as étudié la forme de l'univers, quelle forme pourrait avoir l'univers. Comment on peut... Parce que souvent, moi, je l'imagine comme une espèce de boule. Ouais. Alors, comment on peut avoir une idée de la forme de l'univers ? Alors, il y a deux types de... Il y a deux sous-questions dans ta question. Ah, j'adore. Donc, la première sous-question, c'est est-ce que l'univers, il est plat ou courbé ? Plat dans un sens un peu particulier. Il n'est pas en 2D, hein, on ne vit pas contrairement à la Terre, qui est plate. L'univers n'est pas plat. Il est en 3 dimensions spatiales. La Terre n'est pas plate. Au cas où. C'est une boutade, évidemment. Ne sortez pas cet extrait. Donc, dans le jargon mathématique, on appelle ça euclidien. Euclidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les règles de la géométrie dans l'univers, c'est la géométrie d'Euclide. C'est celle que vous apprenez à l'école. C'est si vous avez un triangle, vous dessinez sur une feuille de papier, la somme des angles du triangle, ça va valoir 180 degrés. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe dans un univers euclidien. Et dans un univers, par exemple, si vous tracez un triangle sur une chips, cet univers, il ne sera pas euclidien. Ça t'est jamais venu à l'idée ? Non, ça m'a surpris. Moi, je sais autant. D'accord, donc si on sur un Pringle ou voilà. La prochaine fois que vous prenez une chips, dessinez un triangle dessus et essayez de voir la somme des angles, et vous verrez que la somme des angles de ce triangle, ce ne sera pas 180 degrés, ce sera moins que 180 degrés. Et si vous faites la même chose sur une boule de pétanque, un ballon de plage, j'en sais rien, et la somme des angles des triangles, elle sera supérieure à 180 degrés. Donc déjà, on peut se dire... exercice à la maison. Tout à fait. Et donc, selon la forme de l'espace dans lequel vous êtes, alors là, j'ai utilisé des formes en 2 dimensions. L'univers, il est en 3 dimensions spatiales. Et quand on fait ça, on trace littéralement des gros triangles dans l'univers avec le fond diffus cosmologique, et on regarde si la somme des angles vaut 180 degrés. Alors, et il se trouve que c'est le cas. Avec une précision assez de l'ordre de 4%. 0,4%. 4% ou 0,4%? C'est en dessous du pourcent si on combine avec les grandes structures. Et donc ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'univers, il est très euclidien. Ça voudrait dire plat dans Il cette est question-là. dans cette question. Mais voilà, plat dans sa définition. Tout à fait. De ce qu'est le Alors, plat. soit de ce qu'est le plat. soit il est plat, soit il est légèrement courbé, mais avec Oui. un rayon de courbure très, très énorme. C'est comme si vous êtes une fourmi sur un ballon de plage, vous ne voyez pas que vous êtes sur un ballon de plage, vous voyez que vous êtes sur un ballon de plage plat. C'est aussi pour ça qu'on est des platistes, en fait. Oui, c'est ça, que les gens c'est parce ils qu'on pensent a- qu'ils vivent sur un univers plat parce que la Terre, elle est super grande et on ne voit pas la courbure de la Terre depuis le sol. Et du coup, si on peut avoir la même chose avec l'univers. On peut avoir un univers qui est recourbé sur lui-même à cause de la matière qui courbe l'espace-temps, on rappelle. Ça, c'est les équations d'Einstein qui nous le disent. Mais on sait aujourd'hui, avec les données qu'on a à l'heure actuelle, que l'univers, il est remarquablement plat. On ne pourra jamais prédire qu'il est, enfin, euclidien. On ne pourra jamais prédire qu'il est exactement euclidien, parce que vous ne pouvez pas prédire avec mesurer, avec une résolution parfaite, avec une précision infinie, que la somme des angles d'un triangle vaut précisément 180 degrés. Ça peut toujours être 182,000000000000001 ou voilà, ou l'inverse. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt plat. Donc ça, c'était la première sous-réponse, enfin la première sous-question. La deuxième sous-question, c'est quoi la forme globale de l'univers? En mathématiques, on appelle ça sa topologie. Est-ce que l'univers, il a des poignées? Est-ce que l'univers, il a des trous? Est-ce que l'univers, ça peut être un donut géant? Ou est-ce que ça peut être une grosse boule? Ou est-ce Entre que... les chips et les donuts, j'ai vu. Oui, j'ai faim. C'est J'ai assez faim, là. magnifique, ouais, c'est ça. C'est une belle soupe cosmique à type Nico. Je suis assez d'accord. Et donc, la question de la topologie de l'univers, c'est une question qui est beaucoup plus cryptique. Hein. En fait, il y a peu de... La topologie cosmique, c'est un domaine qui existe depuis à peu près les années 90. On n'avait pas de données ou de méthodes vraiment pour savoir c'est quoi la forme globale de l'univers avant les années 90. Et aujourd'hui, on en est à explorer plein d'hypothèses pour savoir si l'univers, il est fini sans bord, s'il est infini, ou s'il a des trous, ou si c'est une chips. Voilà. Bah, je crois qu'on approche doucement de la fin de ce live et j'aime beaucoup l'idée qu'on va se quitter sur des allégories de nourriture alors que c'est l'heure du repas. Merci beaucoup Pauline et Sébastien d'avoir été là. Merci. Est-ce que vous avez envie de faire une petite recommandation ou de parler où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Pauline, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Il y a quelqu'un qui posait des questions très techniques tout à l'heure. Si on tape mon prénom dans un moteur de recherche, on va me trouver. Si on rajoute Daisy avec, on va me trouver avec les communiqués de presse de l'année dernière qui décrit nos deux séries de résultats. Donc voilà. Sébastien, tu as des petites recos à nous faire sur ce que tu fais en ce moment? Oui, vous pouvez me trouver sur Blue Sky parce que mon compte Twitter va fermer bientôt. Et vous pouvez aussi, le dernier truc que j'ai sorti récemment, l'année dernière, mais ça marche aussi, c'est un podcast, c'est une série audio plus précisément, qui s'appelle Vers l'infini, sur le podcast Quantum Explorer, qui est un podcast immersif qui vous met à la place d'un pilote de vaisseau spatial qui peut se téléporter à peu près n'importe où dans le cosmos. Et donc il y a 50 épisodes de 100 minutes et vous êtes guidé dans le vaisseau spatial par une astrophysicienne fictive qui va vous faire la visite guidée de l'univers. Et donc en 50 épisodes, vous avez fait tous les types d'astres que vous pouvez rencontrer dans le cosmos. Donc allez écouter ça, c'est gratuit. Et du côté de Sciences et Avenir, vous pouvez retrouver ce live qui sera rediffusé, sera sur le site web de Sciences et Avenir. En kiosque, vous pouvez retrouver actuellement notre numéro sur l'IA. Je voulais demander, vous ne l'avez pas écrit avec... On l'a pas écrit avec l'IA. On a écrit avec des journalistes compétents qui ont fait leur travail. On aime le journalisme. Vous pouvez également retrouver le hors-série de Sciences et Avenir en kiosque et le trimestriel La Recherche dans votre magasin de journaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain live bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée, un bon dîner de chips et de donuts de planète. Au revoir, merci. Au revoir.